Bonjour à tous et bienvenue à ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, regagne aujourd'hui Abidjan. Il a pris part, à l'instar de ses pairs ouest-africains, au 48e sommet de la CEDEAO, les mardis 15 et mercredi 16 décembre. Les questions sécuritaires dans la région, mais aussi les élections présidentielles organisées en 2015 ont été évoquées lors de la rencontre. Un accent particulier a été mis sur le Burkina Faso. Ici à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a officiellement remis en service hier le pont de Gaulle. Cette infrastructure a été réhabilitée pour un coût de 8 milliards de francs CFA. Abou Sanougou. Après 6 mois de fermeture pour travaux, le pont de Gaulle est désormais ouvert à la circulation. Ces travaux de réhabilitation ont consisté au renforcement des bretelles d'accès au pont, des chaussées comprenant le rabotage des anciennes couches bitumineuses, la dépose des joints existants, la pose de nouvelles couches d'étanchéité. À cela s'ajoute l'aménagement du terre-plein central pour un coût de 8 385 millions de francs CFA. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est donc allé constater la bonne exécution des travaux. Il a également annoncé la réhabilitation très prochaine du pont Félix Houphouët-Boigny. C'est un élément important pour cette ville de 5 millions d'habitants. De manière, on est, disons, des infrastructures de qualité et qui permettent donc d'être fiers de cette capitale économique. Pour le pont Félix Houphouët-Boigny, nous pensons en fait que ce sera probablement au début du premier semestre, l'année 2016, l'année prochaine. On a donc testé tout ce qui s'est passé ici, tiré les leçons de cela, de manière à ce que nous puissions faire en sorte que là-bas aussi ça marche. Outre la mise en service du pont de Gaulle, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé les travaux de réhabilitation des équipements de signalisation du district d'Abidjan. Il prend en compte 57 km d'axes routiers, 1200 panneaux de police, 600 panneaux directs de communes et de rues, pour un montant de 3 423 millions de francs CFA. Le projet bénéficie de la collaboration de la France. Je constate à travers les visiteurs qui viennent nombreux aujourd'hui que comme à New York, comme à Johannesburg, comme à Paris, quelqu'un peut louer une voiture à l'aéroport et circuler directement, comme dans toute grande ville, sans avoir de problème d'indication, puisqu'aujourd'hui, il sait très bien où il va aller et où est-ce qu'il va se retrouver. Démarré depuis le 11 décembre 2015, la fin des travaux de réhabilitation des équipements de signalisation du district d'Abidjan est attendue pour le 10 août 2016. Une autoroute de contournement d'Abidjan va être construite d'ici à 2025. Des experts coréens ont mené des études sur le projet. Le rapport a été remis mardi au ministre des Infrastructures économiques, Justine Seydjiki. La route précède le développement. La Côte d'Ivoire a fait de cette maxime son leitmotiv. Après la réalisation de gros ouvrages routiers tels le pont Henri-Konan Bédié, le gouvernement ivoirien envisage la construction de l'autoroute de contournement de la ville d'Abidjan d'ici 2025. Puis arriver, l'élaboration du schéma directeur routier de la Côte d'Ivoire s'impose, ce qui suscite l'expertise de la Corée du Sud. Le plan national de développement 2016-2020, une part significative va être accordée au renforcement des routes existantes, mais surtout au développement d'un réseau routier, autoroutier et de ponts digne d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui a l'ambition d'être émergente. Mais pour faire cela, il faut traduire la vision du président de la République dans un programme et donc faire des études conséquentes dans le domaine. C'est dans ce cadre-là que la coopération coréenne nous a donné un don pour financer une étude sur le développement du réseau ivoirien, le réseau routier à horizon 2035. La Corée du Sud, qui était au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire dans les années 80, s'est dit prête à partager son rêve de développement à travers l'étude du schéma directeur routier ivoirien. Pour réaliser un rêve, il faut d'abord fixer un objectif. Et puis, il faut continuer de faire des efforts sur le long terme. C'est notre recette du développement de la Corée du Sud. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici et pour l'élaboration du schéma directeur routier de la Côte d'Ivoire. Le rapport provisoire de l'étude menée, remis au ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, prévoit la construction de 20 000 km de routes, dont 5 000 km d'autoroutes pour un montant de 18 000 milliards de francs CFA dans les 20 années à venir.
L'accès au financement des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire, c'est le thème d'une rencontre à laquelle prennent part des femmes entrepreneurs à l'initiative d'institutions financières et bancaires. Il s'agit entre autres de trouver des moyens en vue de faciliter l'accès des femmes au financement et les informer sur les produits et services qu'offrent les institutions bancaires. Frédéric Oulaï, Justine Seydjiki. Comment résorber le manque de financement des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire? Une préoccupation pour les institutions financières et bancaires ainsi que le gouvernement ivoirien pour qui les micro, petites et moyennes entreprises, surtout celles dirigées par les femmes, contribuent à la croissance économique. Le gouvernement tient à l'épanouissement des femmes et à leur contribution à la croissance économique à travers le soutien constant qu'il a toujours démontré et comme on l'a fait le 2 avril dernier à travers la signature d'un accord entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire pour l'autonomisation des femmes, un projet d'envergure. 64% d'entreprises de femmes n'ont pas accès au crédit et 60% de femmes ont des difficultés pour avoir le financement de leurs activités. Fort de cela, la SFI, Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale en collaboration avec une structure bancaire de la place, œuvre depuis quelques années à lever les barrières pour leur faciliter la tâche. On est aussi en train de développer le système de récépissé d'entreposage qui permettrait aux femmes et à toute personne de nantir un produit, que ce soit des matières premières ou des produits finis. Et sur la base de ce nantissement, pourrait se faire financer sur la valeur de ce nantissement. Nous avons signé un accord de partage de risque en décembre 2013. Et dans cet accord, en liaison avec la SFI, nous avons décidé que ce montant global de 40 millions de dollars, soit à peu près 20 milliards de francs CFA, 10% soit adressé à l'entrepreneuriat féminin. Parce que nous pensons que nous avons un rôle aussi donc, de banque citoyenne. Donc nous devons bien sûr faire notre travail, mais nous devons accompagner aussi donc, les populations, on va dire, les plus fragiles à accéder au financement. Cette rencontre sera donc l'occasion pour les femmes chefs d'entreprise d'exposer leurs difficultés et attentes pour un meilleur financement de leurs activités. C'est aujourd'hui que débute le procès sur l'assassinat du général Gueye Robert. Ce sera au palais de justice d'Abidjan Plateau. Comment se sentent les membres de sa famille et que pensent-ils de ce procès? Hamza Diaby les a rencontrés pour vous. Abidjan Plateau, quartier indénié. Dans cette villa à la toiture verte a vécu pendant plus de 10 ans Robert Gueye, l'ancien chef d'État assassiné en septembre 2002. Aujourd'hui, elle est en réflexion. Amadou Maïga, qui a travaillé longtemps pour le général président, se souvient de ses presque 30 années de service. Quand il vivait ici, avec la famille, nous on est comme employés du surface. Donc, à ce moment, nous on finit. On s'en va à la maison. C'est les corps habillés, les militaires qui font la sécurité, tout. Donc nous, uniquement on finit notre travail, on s'en va. Pendant qu'il nous fait faire le tour du propriétaire, l'ancien membre du service d'entretien du général Robert Gueye, la voix enrouée et presque inaudible, est disons heureux de voir cette maison qui a de nouveau fière allure. Puis il s'arrête un moment, tout d'un coup attristé, rattrapé par la réalité. On envoyé pour moi et Richard d'aller payer du pain. On est parti, on a payé du pain. On dit ah, patron, c'est chaud hein, dehors, ça tire partout. Donc vraiment ça va pas. On dit qu'est-ce qui se passe? C'est les policiers ou bien c'est les militaires? On dit ah, Antoine, on entend les tirs partout. Donc nous on a donné les pains, il y avait les gardes-corps, quelques-uns étaient là. Nous on a pris la route, on s'est caché dans les cours en cours jusqu'à aller rejoindre notre famille. C'est comme ça, moi je me suis s'en sorti. Donc il y avait sa femme et puis une dame qui préparait pour les nourritures africaines. Donc ils ont passé par là, descendre chez les voisins. De ce balcon, la ville est animée. Mais d'ici également, on peut apercevoir cette place du virage de la Corniche où l'on a retrouvé le corps de son patron. Un jour noir pour Amadou Maïga, mais aussi pour la famille du général. Nous retrouvons à son bureau l'une de ses filles, Mireille Gueye. C'était vraiment terrible pour nous, toute la famille.
surtout dans ces conditions. On est resté à Paris, mes frères et moi. Il y a d'autres qui étaient bien sûr à Abidjan, il y a d'autres qui étaient en prison. J'ai un frère Alain qui est en prison pendant quelques mois. Et puis on est resté dans notre coin, on attendait qu'un jour les choses changent. 13 ans après, elle ne souhaite qu'une chose, la justice. Vraiment, les coupables soient punis. Parce que dans ces conditions-là, que la justice soit faite, soit rendue. Vraiment, c'est tout ce qu'on attend depuis des années. Le procès s'ouvre demain. Plusieurs personnes seront entendues, des membres de la famille, des personnalités politiques, des corps habillés. Il s'agira pour la justice de faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Qui sont ces tueurs? Qui sont les commanditaires? Et surtout, pourquoi l'ex-chef d'État a été assassiné ce 19 septembre 2002? Des réfugiés ivoiriens au Libéria doivent regagner le pays. Le gouvernement prépare activement leur retour. On en parle avec Baraki Sabamba et Thérèse Yeboué. C'est ici, dans ce centre de transit de Tabou, en pleine réhabilitation, que seront accueillis les Ivoiriens réfugiés au Libéria, ceux qui ont décidé de rentrer au Bercail. Ils vont séjourner dans ce centre pendant 24 heures avant de regagner leur localité d'origine. L'axe Tabou-Prolo, long de 28 km, a été également réhabilité. Depuis le mois de juillet 2014, le rapatriement a été suspendu à cause de l'Ebola. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes fin prêts pour recevoir tous les Ivoiriens qui vivent en exil au Libéria pour leur retour sécurisé et en dignité. Le bac qui doit servir de traversée est fonctionnel. Les réfugiés ont été rassurés par ailleurs sur l'intégration de leurs enfants dans le système éducatif ivoirien. Un certain nombre de parents d'enfants craignent surtout pour les possibilités de poursuite des études de leurs enfants au niveau de la Côte d'Ivoire. Les autorités du ministère de l'Éducation nous ont rassurés que toutes les dispositions sont prises, surtout pour que les enfants qui sont en classe d'examen puissent passer leur examen à la fin de l'année. Ce retour des réfugiés du Libéria a été facilité par le HCR et ses différents partenaires. Environ 1500 réfugiés sont concernés par ce rapatriement volontaire. Que retenir des concours administratifs après la proclamation des résultats de la session 2015? Pour répondre à cette question, le directeur général de la fonction publique a échangé avec la presse. On revient sur cette rencontre avec Noussangaré et Moussa Konati. Les résultats des concours administratifs session 2015 sont connus. Sur 49 245 candidats enregistrés, 6 262 sont admis, dont 2335 femmes. Selon le directeur de la fonction publique, seul le mérite a déterminé le résultat de chaque candidat. Tous les candidats aux différents concours ouverts, quelle que soit leur couche sociale, riches ou pauvres, ont eu les mêmes chances de réussite en vertu du principe de l'égalité de tous face à l'accès aux emplois publics. Poursuivant, le directeur de la fonction publique souligne que les résultats qui viennent d'être proclamés sont définitifs et ne sauraient faire l'objet d'une liste additive. Il n'y aura pas de liste additive, ce qui suppose que les interventions intempestives sont malvenues. Il faut y mettre fin. Par conséquent, tous les individus qui réclameraient de l'argent aux candidats malheureux sont à dénoncer. Ils feront l'objet de poursuites judiciaires. Ouverts en juin dernier, 259 concours ont été organisés pour un total de 6 406 postes budgétaires disponibles. Des violences sont constatées chaque année à l'approche des congés dans des établissements secondaires. Cette année, les congés de Noël ont été fixés au 18 décembre, mais ce lundi 14 décembre, il y a eu des perturbations dans certains établissements. Quelle a été l'attitude des responsables d'école face à ces violences et qu'est-ce qui explique une telle situation? Les réponses dans ce reportage commenté par Paga Sorokoni. Mercredi 16 décembre, 9h30, lycée municipal d'Adjamé-Williamsville. C'est jour d'école et pourtant, les salles de classe sont vides. Dehors, dans la cour, l'atmosphère est lourde. Des élèves attroupés, d'autres manipulant leur téléphone. Comme chaque année, à l'approche des congés scolaires, des individus non identifiés viennent déloger les élèves perturbant les cours. Depuis ce lundi,
on assiste à des scènes de violence dans certaines écoles. Ce mercredi, ces individus non identifiés étaient au lycée municipal d'Adjamé-Williamsville. Depuis le lundi, nous avons eu la visite des individus qui n'ont rien à voir avec le lycée. Ils sont venus siffler et lancer des pétards. Laissez un peu le micro, pardon. Ils ont délogé les élèves à 10 heures. Avec l'aide de la police, nous les avons repoussés. Nous pensions que le mardi allait être une bonne journée. À partir de 10 heures, nous avons constaté un groupe de badauds entrer dans le lycée, jeter des pierres, des pétards, des gourdins. Hier, je n'étais pas là, mais les échos que nous avons eus ont indiqué que le lycée s'était transformé en champ de bataille hier. Et donc, dans ce climat-là, comprenez qu'on ne peut pas prendre le risque d'aller en classe. Dans la panique générale, les intrus ont fait 6 blessés à l'arme blanche. Ils sont venus au bureau des professeurs, dont nous les avons bloqués à la porte. Ils avaient des armes blanches, ils étaient armés. Tu vois, ils m'ont le piqué au doigt. J'ai rentré dans le lycée, et puis il y a un qui a enlevé le couteau. Il a voulu me piquer. Devant me tournant maintenant, lui, il n'a pas pu me piquer. Donc là, il y a un qui a soulevé le bois. Et puis m'a allumé avec. Malgré l'atmosphère d'insécurité, certains professeurs tiennent à terminer le programme. Mais les élèves sont peu nombreux. Mes élèves sont en cas d'examen. J'ai toujours dit à mes élèves qu'au Liban, pendant la guerre, les élèves vont à l'école. Donc je leur donne cet esprit. Alors, ça fait que souvent ils sont là. Au lycée municipal d'Atikoubé, la prévoyance a payé. Depuis des semaines, des mesures de sécurité ont été prises. Vu le contexte, depuis pratiquement 2 semaines, le commissaire de police du 37e envoie chaque jour des éléments. Monsieur le proviseur a pris également la base marine qui est existante, voilà, qui envoie des agents qui supervisent et pour s'assurer que tout se passe bien. Perturbation des cours, jet de pierres, de pétards, intimidation du personnel administratif. Tout est utilisé par ces jeunes perturbateurs pour empêcher la poursuite des cours. Mais difficile de les arrêter parce que tous les ans, c'est le même scénario qui se répète dans les établissements scolaires. À l'étranger, en Afrique du Sud, des manifestations ont eu lieu hier dans les principales villes du pays pour demander la démission du président Jacob Zuma. À Johannesburg, des milliers de personnes sont descendues dans la rue. Les Sud-Africains sont en colère contre leur président qui a multiplié les remaniements ministériels ces derniers jours. Tout a démarré la semaine dernière quand Jacob Zuma a limogé son respecté ministre des Finances pour le remplacer par un inconnu qui lui est proche. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'économie est en berne et le chômage est à 25% en Afrique du Sud. 2 hommes ont été arrêtés en Autriche. Ils sont soupçonnés d'être rentrés en Europe avec des membres du commando ayant mené les attentats du 13 novembre à Paris. Les 2 hommes sont actuellement interrogés par les polices autrichiennes et françaises. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.